Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast de Max Monde, un monde à explorer, un Max à raconter. Au sommaire de ce troisième épisode, j'ai envie de te raconter une nouvelle histoire qui m'est arrivée. Ça se passe à la nuit tombée sur la route 66 où je roule sur un animal mort et je vais t'expliquer comment cet incident déclenche une réaction en chaîne. Mon réservoir d'essence qui fuit, la police qui me cherche, les pompiers qui débarquent, et comme l'histoire ne s'arrête pas là, je te raconterai comment je me suis retrouvé à faire du tir chez un habitant, notre échange sur le port d'armes, et comment je me suis retrouvé à dormir chez la mairesse de la ville, et une petite cerise sur le gâteau que je garde en suspense. Je t'explique tout dans ce troisième podcast, et comme d'habitude, je reviendrai sur les apprentissages au travers de cette histoire. Alors pour ceux qui écoutent cet épisode sans avoir connaissance des précédents, je rappelle le contexte, je voyage à travers le Canada et les États-Unis depuis un peu plus de 6 mois maintenant, avec mon minivan, l'équivalent d'un monospace aménagé. On est le mercredi 12 novembre, je suis sur la route 66 qui relie Los Angeles sur la côte ouest à Chicago dans l'est des États-Unis. Je roule vraiment sur la route originale et non l'autoroute parallèle qui est beaucoup plus empruntée. Je me trouve dans l'état de l'Oklahoma, qui se trouve juste au nord du Texas. Le soir vient de tomber, il faut savoir que le soleil se couche assez tôt, vers 17h30 au mois de novembre, et mon visa aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait un visa pour être précis, mais on peut rester 90 jours d'affilée. Ce visa termine le 24 novembre, c'est-à-dire dans 12 jours, ce qui signifie qu'en ce moment, je roule beaucoup, car j'ai encore de la route, et je voudrais aussi visiter Chicago avant de repasser au Canada. Donc je roule rarement de nuit, mais en ce moment, voilà, étant donné le contexte que je viens d'expliquer, je le fais. Donc je suis sur la route 66, qui n'est pas éclairée, et là, au dernier moment, dans la lumière des phares, je vois un gros animal mort sur la route devant moi, un genre de cerf ou une biche. Je distingue pas vraiment, et comme il y a une autre voiture juste derrière moi, je suis sur une route, c'est une voie dans un sens, une voie dans l'autre, donc je donne pas de coup de volant, peut-être un léger coup de frein, mais je dois rouler à environ 80 km/h. Donc je roule sur la bête, la voiture semble ok, et comme j'utilise Google Maps, je notifie direct qu'il y a un objet sur la route. Et l'impact, enfin on va dire le passage sur la bête, je l'ai quand même senti quoi, mais je me dis que bon, dès que je peux, je vais quand même me mettre sur le côté et vérifier que la voiture elle a rien. Et quelques voilà, centaines de mètres après, je vois un endroit ultra éclairé avec un parking. Et allez hop, clignotant sur le côté, boum. Je fais le tour de la voiture et tout semble correct, pare-choc normal, bas de caisse aussi. Et j'allais limite remonter à la place conducteur, puis je me dis, je vais quand même regarder en dessous, surtout qu'il y avait une odeur d'essence. Donc là, allez hop, je me mets à quatre pattes, et je me rends compte que mon réservoir, il est percé en dessous, et que je perds de l'essence. Là, je me dis, bon, merde, mais le truc qui est incroyable, c'est que le premier endroit où j'ai pu m'arrêter, c'est un parking de garage de réparation automobile de la marque Dodge, qui est aussi la marque de ma voiture. Donc je me dis, purée, bon, incroyable, quelque part j'ai de la chance. Parce que des garages Dodge, bon, le long de la route 66, il n'y en a pas tous les kilomètres, quoi. Donc je remonte dans la voiture, je la déplace et je me gare quelques mètres en face de la porte d'entrée de l'atelier de réparation. Comme ça, je me dis, voilà, demain matin, si elle démarre plus, enfin, de toute façon, il n'y aura plus d'essence, les employés, ils pourront la pousser. Le garage est fermé. Allez hop, terminé, bonsoir. Je ressors, et là, en voyant l'essence couler, je me dis quand même, je peux pas laisser couler comme ça, s'étaler sur le parking en bitume, là. En plus, je venais de faire le plein, donc mon réservoir était rempli. Et il faut savoir que ça coule, mais on est sur un débit de robinet assez faible, on va dire. On va dire ça dégouline quand même. Et devant le garage automobile, il y a une benne à ordures, donc je vais voir ce qu'il y a dedans. Et là, je vois des bidons d'huile vide, des bidons de liquide de refroidissement, etc. Un gros gobelet. Et je commence à récupérer tout ça. Je prends mon couteau, je fends des bidons en deux comme ça pour pouvoir les glisser sous la voiture et faire comme une bassine. Quand il y en a un qui est plein, je le récupère, je le vide dans mon jerrycan d'essence personnel qui est vide. Mais évidemment, c'est pas parfait, j'en fous à côté, et mine de rien, il commence à y avoir pas mal d'essence au sol. Et là, je vois une dame qui sort des bureaux du garage automobile, à genre une quarantaine de mètres de moi. Elle monte dans sa voiture, et elle commence à démarrer, du coup, moi je cours après elle, je fais des signes, main en l'air, mais elle m'ignore. À ce moment-là, je me dis, bon, encore, ok, elle m'a peut-être pas vu, mais bon, quand même, je pense que j'étais visible.
Et comme la route, elle fait une forme de U pour repartir, là, moi je cours de l'autre côté du U. Là, je me retrouve devant elle et je fais signe. Mais elle trace et elle se barre. Je me dis, purée. Bah, soit elle veut pas travailler, soit elle est vraiment pressée. Enfin, je trouve ça abusé. Donc, bon, bref, je retourne faire ma récupération d'essence, là. Et je vois une étendue d'herbe à côté avec de la terre. Donc, je commence à aller chercher de la terre avec mes gants, la répandre au sol pour éponger l'essence. Et dans tous ces allers-retours, là, je passe à côté des murs du garage. Donc, je regarde si dans les débris, il n'y a pas des choses qui pourraient me servir. Et je me dis, je vais peut-être déclencher l'alarme en fait en étant ici. Et je pense ça parce que une fois en Martinique avec mon pote Samy, on avait campé dans l'herbe derrière un magasin Decathlon et on avait déclenché l'alarme sans le savoir quoi. Un vigile était arrivé du coup. Et là je me dis bon bah si je déclenche l'alarme, limite c'est cool, quelqu'un va débarquer. Même si à ce moment-là, bon j'en ai un peu marre d'être à quatre pattes par terre, mais bon je pense pouvoir gérer le problème. Et je fais une parenthèse, mais j'ai appris lors d'un stage de survie auquel j'ai participé que si quelqu'un est perdu un jour ou a besoin d'aide, euh, qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas de réseau, bah, le sabotage, c'est une manière parmi d'autres d'appeler à l'aide. Et par exemple, détruire une antenne qu'on retrouve parfois dans la nature ou autre, enfin, voilà, on sait jamais, ça peut servir. Donc là, bah, je parle de survie, hein. N'allez pas détruire une antenne parce que vous êtes en panne sur une départementale. Et je reviens à l'histoire. Quelques minutes après, je vois une voiture de police qui débarque. Et là, je me dis, ah bah, cool. Et tout de suite, moi, je vais vers la voiture en faisant signe. Et il y a qu'un policier à l'intérieur qui me regarde avec méfiance. Alors que moi, je lui souris en faisant coucou, là. Et je lui explique direct mon problème d'essence qui coule, mais ça semble pas trop le préoccuper. Il demande ma carte d'identité. Je lui dis, bah non, c'est mort. Non, évidemment, je lui donne. Et je lui demande si j'ai déclenché l'alarme du garage. Et au bout d'un moment, bon, il semble voir que je dis vrai. Et là, il y a son collègue qui arrive. En fait, il devait surveiller de plus loin, je pense. Et il me dit, non, t'as fait peur à une dame qui nous a appelés. Et en fait, là, je commence à rire à moitié en étant surpris. Et puis, je réalise qu'en fait, j'ai fait peur à la dame qui m'a esquivé en voiture. Et je dis au policier, ah ouais, je lui ai fait peur. Mais en fait, non, je demandais juste de l'aide, quoi. Et en fait, cette dame, elle avait appelé la police. Donc moi je continue avec mes bidons là pendant qu'ils parlent dans leur talkie et bah, je leur demande s'ils ont pas une idée, un conseil pour m'aider car là je suis en mode bon, je suis en mode système D depuis un bout de temps et bah, je commence à en avoir marre et je me dis aussi que je voudrais pas déclencher un incendie mais bon ils me donnent zéro conseil, ils sont pas trop inquiets par rapport à la situation donc bon limite je me dis aussi que c'est pas très grave et ils me demandent quand même bon si j'ai de quoi manger pour ce soir, un endroit pour dormir donc bon ça c'est sympa. Je me dis, bon voilà, je leur dis j'ai ce qu'il faut, je peux dormir dans ma voiture. Et ils me disent, bon bah ok, si j'ai un problème, appelle le 911 et ok merci, puis ils s'en vont. Et là je me mets à réfléchir davantage. Je me dis, mais combien de temps l'essence elle est inflammable? Est-ce qu'il faut forcément une cigarette ou du feu pour déclencher un incendie? Je regarde sur internet, j'ai pas de réponse précise, ça dépend de la température, de la taille de la flaque. Je lis qu'il peut y avoir des risques d'explosion. Bon, j'ai pas envie de faire exploser ma voiture et encore moins si je suis dedans. Puis si un employé demain matin arrive avec une cigarette qui la jette pile près de ma voiture. Donc voilà, je me pose beaucoup de questions. Et là, il y a un couple qui arrive sur le parking pour jeter, je pense, ses poubelles perso en fait dans la benne du garage. Bon, pas sûr que ce soit autorisé, mais enfin bref, j'en sais rien, c'est pas le sujet. Mais je les interpelle et je demande s'ils peuvent appeler les pompiers pour moi, car bon, mon anglais il est moyen, et s'ils peuvent demander aux pompiers d'amener du sac pour absorber l'essence, bah, ce serait bien quoi. Donc, après la police, j'ai les pompiers qui arrivent. Et alors, ils sont deux, ils se présentent, Wade et Blake. Et direct, bah, ils répandent le sable au sol. Enfin, je sais pas si c'est exactement du sable, mais je leur explique la situation. Et je dis, voilà, je suis un peu en galère avec mes bidons. Ça doit faire 1 heure que je bidouille. Ce serait peut-être plus rapide de siphonner mon réservoir, car là, mes bidons en plus ils commencent à être pleins et j'en fous à côté à chaque fois. Et il se trouve que un des deux pompiers, Wade, il travaille aussi au garage automobile où je suis. En fait, les deux pompiers, ils font des gardes en complément d'un autre métier. Mais Wade, il n'a pas les clés du garage. Il dit, attends, je vais appeler le manager du garage. C'est aussi le pasteur de l'église. Et il doit justement finir la messe, là. L'église, elle est juste à côté. Et j'apprends par la suite qu'il y a une messe le mercredi et le dimanche. Et donc, quelques minutes plus tard, il y a Tony, le pasteur, et manager du garage qui arrivent.
Donc là, il arrive avec les clés, il rouvre tout le garage, il sort le matos pour siphonner le réservoir. Ça fonctionne pas, bon bref. Finalement, la voiture, elle est surélevée sur un cric. Il place une grande cuve en dessous et on touche plus à rien. Pendant toutes ces manipulations, bah, on discute en même temps. Bon, perso, là, je fais plus rien. Je les laisse gérer maintenant. Moi, je regarde, je veux pas être dans leurs pattes. Et il y a le pasteur Tony, là, qui m'avait demandé si je voulais dormir à l'hôtel ce soir. Bon, comme j'avais pas envie de dépenser de l'argent dans un hébergement, au début, je dis que bon, si c'est pas dangereux de dormir dans ma voiture, je préfère dormir dans ma voiture pour pas dépenser de l'argent. Comme ça, voilà, demain, je suis à côté du garage pour s'occuper de tout ça à l'ouverture. Il me dit non, 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 t'auras rien à payer, on s'en occupe. Et il y a Blake, un des deux pompiers, qui me redemande quelques minutes plus tard si je suis sûr. Il me dit bon, l'hôtel c'est pas du luxe, mais au moins tu pourras prendre une douche. Donc je précise que je m'étais lavé là, avec ma douche solaire dans l'après-midi, donc c'est pas par rapport à mon odeur qui me demande ça, je pense. Et donc je finis par dire oui, je prends quelques affaires et je monte en voiture avec Tony le pasteur. Et je lui dis, je veux pas que ce soit les gens de l'église qui paient pour moi, quoi, ou même prendre la place dans cet hôtel de quelqu'un qui a vraiment besoin, sans abri ou autre, j'en sais rien. Il dit non, 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 t'inquiète, ça marche pas comme ça, tu déranges personne. Ici, c'est une petite ville, on s'arrange entre nous, on sait que l'administration, les assurances, etc., ça peut être long. Donc, bon, j'avoue, je sais toujours pas comment fonctionne leur système de solidarité, mais bon, moi, j'accepte. J'ai bonne conscience. Et puis, avec le recul, c'était quand même plus raisonnable car ça sentait fort l'essence, et même à l'intérieur de ma voiture, quoi. Et sur la route, il me demande si je suis croyant. Je lui dis, bon, moi je suis pas pratiquant, je dis je vais pas à l'église, je dis je crois pas en Jésus. J'explique que je crois en quelque chose de plus grand, je dis je suis incapable de dire ce que c'est, mais je dis moi j'appelle ça l'univers. Et bon, je me demande parfois si, selon les religions, on dit, je sais pas, on dit Jésus, Bouddha, Allah. Moi je dis l'univers, mais bon, au final, est-ce que c'est pas tous la même chose? Et je dis encore, ce soir, je trouve ça incroyable que le premier endroit où j'ai pu m'arrêter, c'est devant un garage Dodge, qu'il y a un des deux pompiers qui travaille au garage, qui avait ton numéro perso, et j'ai vécu plusieurs choses par le passé comme ça qui me font penser ça en fait. Donc après voilà, est-ce que cet incident il arrive pour une raison que j'ignore encore? Est-ce que cet incident il m'évite un accident encore plus grave? J'en sais rien. Lui il dit, je t'explique mon cas, mon point de vue. Il dit avant j'étais alcoolique et était dépendant à la drogue jusqu'à 34 ans environ. Et il prenait pas ses responsabilités par rapport à son fils. Donc il s'est tourné vers la religion, et en fait ça l'a aidé à s'en sortir. Et aujourd'hui, bah, il fait le bien autour de lui, quoi. Donc bon, je précise, hein, il essaie pas de me convertir, de me convaincre ou autre. Mais je trouve que voilà, cet exemple, en tout cas, il montre le bon côté de la religion. Si croire en Dieu, ça a pu l'aider à changer et devenir une personne meilleure, bah, c'est positif, quoi. Et comme il bosse au garage, moi je demande tout de suite s'il a une idée du temps que ça va prendre les réparations et une idée du prix parce que moi les factures de garage ça me fait peur. Et enfin voilà, en fonction du temps, moi ça peut modifier la fin de mon plan aux États-Unis car dans 12 jours, il faut que je sois passé au Canada. Après, je serai en situation illégale. Bon, après, j'ai pas cherché, il y a peut-être d'autres solutions dans mon cas, mais bon, j'en suis pas encore là. A priori, il y aurait 2 jours d'attente, donc voilà, c'est correct. Et Tony, il m'amène à la chambre d'un vieux motel. Bon, on m'avait prévenu que c'était pas le luxe, et je comprends pourquoi. Il y a des vieux rideaux à fleurs, mais vraiment vieux. Il y a de la moquette au sol où je ne vais même pas marcher pieds nus. Il y a les serviettes de bain blanches, là, elles sont lavées, mais jaunies avec des traces. Il y a de la poussière sur des vieux abat-jours. Enfin, ça fait vraiment ambiance de film dans un motel un peu glauque, là. Enfin bon, le ménage, c'est pas ça du tout. Mais bon, c'est gratuit. Il y a des gens qui ont fait des démarches pour que je dorme là, franchement. Voilà, je me plains pas. Et au moment de partir, bah, Tony, il récite une prière pour moi en posant sa main sur mon épaule. Donc, bah voilà, je le remercie. Et je te raconte maintenant cette deuxième journée qui a été hyper enrichissante également avec des nouvelles surprises.
comme l'invitation à dormir chez la mairesse de la ville, qui est hyper inspirante, et puis je terminerai sur les apprentissages. Donc, bon, finalement, je dors pas si mal dans ce vieux motel là. Et le lendemain, je me réveille et voilà, comme prévu, on échange par message avec Tony, pasteur et manager du garage. Il me dit que la voiture, elle sera pas terminée aujourd'hui et que Blake, un des deux pompiers que j'ai rencontré la veille, va venir me chercher. Et ils ont une autre solution d'hébergement pour moi apparemment. Et je sens en fait qu'ils veulent pas me laisser dormir dans cet endroit un peu lugubre, quoi, on va dire. Donc Blake, il vient me chercher le matin au motel et le midi, en fait, il a une réunion avec le Rotary Club dont il fait partie et il me dit que je peux venir en tant qu'invité. Donc je connais un peu le principe du Rotary car j'ai un ami Ludo en France qui en fait partie, mais je suis curieux de participer à une réunion. Et pour ceux qui connaissent pas, en quelques mots, le Rotary c'est un réseau de 46 000 clubs, j'ai vu sur leur site là dans le monde entier, qui regroupe des gens qui se rassemblent, qui financent des projets, qui agissent en fait pour essayer de résoudre des problèmes. Donc ça peut être la lutte contre des maladies, soutenir l'éducation, l'accès à l'eau, etc. Donc je suis vraiment content d'assister à la réunion du jour. Je rencontre vraiment des gens intéressants en plus, des gens engagés. Et en plus, je mange gratos au passage. Et en fait, Blake, il a sa journée de libre, donc bah, c'est cool. Il fait visiter la ville de Bristow où je suis. Et on va à la caserne de pompiers. Et après, je sais plus exactement comment on se met à parler des armes. Mais ça se termine quand on va chez lui et il me fait tester ses armes à feu. Donc j'ai une discussion vraiment intéressante avec lui parce que j'explique que voilà, en France, le port d'armes est interdit. Personnellement, moi, j'ai jamais eu une arme en main, quoi, à part un pistolet à eau peut-être. Et je dis on a plutôt une image négative du port d'armes pour, bah, du moins pour les particuliers, quoi. Lorsqu'on en entend parler, c'est plutôt aux infos pour dire qu'il y a eu une fusillade dans une école. Donc, bon, j'espère être assez proche de la vérité en disant ça. Et en fait, Blake, il m'explique que lui, il se voit pas vivre sans armes. Et dernièrement, il dit, je l'ai encore utilisé pour tuer un serpent en forêt, là, qui s'approchait de ses chiens. Donc, bon, est-ce que c'était vraiment justifié d'utiliser son arme? Oui, d'après lui. Et en fait, il me montre après son coffre-fort dans son garage. Et en fait, il est rempli de fusils, de pistolets. Et je fais un petit compte rapidement, là, je fais 2, 4, 6, 8. Et en fait, j'en compte genre une trentaine dans son coffre, là, ça me paraît énorme. Et il me dit que, bon, aux États-Unis, c'est pas exceptionnel, quoi. Et donc, il m'explique un peu certaines de ses armes. Il dit, voilà, ça là, c'était à mon oncle. Il a aussi, genre, un tout petit gun, là, qui se met dans la chaussette, comme on voit dans les films d'espions, là, ou dans le porte-jartel pour la James Bond Girl. Et il m'explique que ça, c'était à sa grand-mère. Et en fait, en discutant, bah, je prends conscience que bah, c'est important pour lui, ces armes, quoi, et de manière plus générale dans la culture américaine, parce que j'en discute aussi avec d'autres personnes. En fait, ils ont toujours connu le port d'armes. C'est quand même écrit dans la Constitution des États-Unis. Et j'apprends même qu'à la base, c'était pour lutter contre la potentielle tyrannie du pouvoir. Et que le peuple, en fait, avec les armes, c'était un moyen de se rebeller contre le gouvernement. Bon, ça date de 1791, hein, parce que bon, donc ça date quand même, les Américains, en fait, ils avaient fait la révolution pour chasser les Anglais à l'époque. Et donc, il me fait tester, Blake, là, il me fait tester ses différentes armes dans son jardin. Il a un grand espace, c'est même plus un parc qu'un jardin. En fait, il a installé des cibles. Et franchement, c'est intéressant. En plus, moi, je connaissais rien aux armes, je joue pas aux jeux vidéo non plus. Donc, il m'explique, voilà, tu vois, celui-là, là, c'est pour du longue portée. Tel type de balle, ça va être pour telle cible. Et en fait, lui, il voit ça aussi comme un sport. C'est vrai que le tir, c'est aussi un sport. Et franchement, c'est pas mal pour évacuer ton stress ou ta colère. Enfin, il y a d'autres moyens aussi, évidemment, mais en tout cas, ça me fait réfléchir et je deviens pas tout d'un coup, genre pour le port d'armes, mais je dirais que voilà, mon point de vue, il a évolué et j'aurais tendance à être plus tolérant, plus compréhensif. Et bon, après, c'est un grand débat, même aux États-Unis, hein, entre les habitants pro-armes, ceux qui sont totalement contre, ceux qui sont pour, mais avec plus de régulation. Mais en tout cas, voilà, quand je vois ces gens-là que je rencontre, qui m'aident et que je considère bah, comme des gens bien, quoi, avec des valeurs de solidarité et qui manipulent les armes avec précaution, et pour qui bah, je pense que ça viendrait jamais à l'esprit voilà, de déclencher une fusillade, bah, on va dire que j'ai un avis plus nuancé sur le port d'armes. Voilà, alors comme sur beaucoup de sujets, c'est pas toujours
tout blanc ou tout noir, hein. C'est pour ça que je trouve ça toujours intéressant de rencontrer des personnes qui peuvent avoir une vision différente de la mienne et de pouvoir échanger nos points de vue. Donc voilà, discussion hyper intéressante. Et bref, on passe une super journée ensemble. Et finalement, en fin d'après-midi, il me dépose chez Chris et Bob, qui sont en fait la mairesse de la ville et son mari. Donc comme il les connaît, il leur a téléphoné pour raconter l'événement, voilà le français là qui est dans la ville. Et en fait, Chris, donc le diminutif de Christina, la mairesse, elle aurait spontanément proposé de m'héberger dans son Airbnb, qui n'est pas loué en ce moment. Et en fait, donc Chris et Bob, là, ils ont aménagé un super Airbnb dans leur jardin. Et Blake lui dit par téléphone, non, non, mais je t'appelle pas pour te demander d'héberger Max. Mais visiblement, bon, y a pas à discuter, je suis le bienvenu chez eux, alors qu'elle me connaît même pas. Donc, bon, forcément, après, Blake, il a dû dire que je ressemblais pas non plus à un délinquant, même si la police, elle me cherchait la veille. Et donc, j'arrive, je fais connaissance avec Bob et Chris. Bob, lui, il a 80 piges, et Chris, la mairesse, elle a entre 65 70. Et c'est un petit bout de femme là, mais tu sens que elle est hyper dynamique, quoi. Elle est pleine d'énergie. Et tout de suite, il me propose de me joindre à eux pour le dîner. Et qu'est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu as des allergies? Bon, je suis pas difficile, hein, je dis toujours, bon, faites rien de spécial pour moi, quoi. Et est-ce que ça te va si on fait ça ce soir? Enfin, vraiment, les gens hyper aux petits soins. Et pendant le repas, bon, on discute. Et Chris, la mairesse, elle me dit, j'ai une question à te poser, tu as le droit de refuser. Là, je me dis, qu'est-ce qu'elle va me poser comme question? Et en fait, elle me demande si je serais OK pour raconter mon histoire dans le journal de la ville. Je dis, bon, bah, si c'est que ça, y a pas de problème, évidemment. Moi, ça me fait même plaisir, quoi. Et là, je rigole encore une fois parce que, après les histoires à Edmonton que je raconte dans le premier podcast, où j'ai été dans plusieurs médias, et ben, je vais encore me retrouver dans le journal. Donc après, bon, c'est pas le Sun comme à Edmonton, c'est un journal distribué, et aussi en ligne d'ailleurs, pour environ 4500 habitants, quoi, pour les gens de la ville et les alentours. Et donc voilà, ça me fait rire, quoi. Et l'aventure, elle mène vraiment à tout. Et donc en discutant à table, franchement, je découvre des gens vraiment, vraiment formidables. Euh, Par exemple, Chris, elle était prof de yoga il y a quelques années. Elle pratique toujours aujourd'hui, mais juste pour elle. Et en fait, à une époque, elle voulait donner des cours de yoga en prison. Et au début, l'administration pénitentiaire, elle voulait pas. Et Chris, elle était convaincue par son projet, là. Elle a envoyé des lettres, elle a obtenu des rendez-vous, elle a échangé avec les responsables. Donc elle a vraiment insisté, et finalement, ça s'est fait. Et en plus de ça, ça a été hyper bénéfique. Au point que, lorsque elle a arrêté l'activité, le ou les établissements, d'ailleurs, je sais plus, ils ont continué avec une autre professeure. Et enfin voilà, Chris et Bob, là, ils ont vraiment été généreux dans d'autres domaines aussi. Ils ont accueilli des gens chez eux le temps de les aider à trouver du travail. Enfin voilà, vraiment des gens inspirants. Et en plus, on rigole bien, franchement. On se vanne les uns les autres. Parce que, en plus, c'est marrant parce qu'on se connaît à peine, mais voilà, on est tout de suite à l'aise. Et moi, je fais des blagues sur les vieux. Eux, ils me taquinent aussi. Voilà, ils me disent que le vrai football, c'est le football américain. Moi, je dis, ben non, que c'est le football comme on connaît en Europe, c'est quoi ce qu'ils appellent le soccer. Et je leur pose aussi ma question habituelle, enfin deux questions. Et je demande à Bob, qui a 80 ans, franchement, il est en super forme. Lui aussi, plein de projets, là, quand il a vu ma van, il dit, ah ouais, moi aussi, je vais installer ça à l'arrière de mon pick-up pour pouvoir faire du camping l'été et tout. Et donc je lui réponds, voilà, c'est quoi ton secret pour être en pleine forme à ton âge et tout? Et il me répond, l'humour. Donc voilà, c'est dans le thème et ça correspond au personnage. Et je lui demande aussi quel conseil il donnerait à des personnes plus jeunes, quoi, comme moi, ou même encore plus jeunes. Et il me répond, fais les choses qui te semblent justes. Donc voilà, je partage ça.
Et finalement, bah, je récupère ma voiture, mais en fin de journée. Donc voilà, je reste une troisième nuit dans cette ville de Bristow et une deuxième nuit chez Bob et Chris. Et en fait, moi, si j'avais eu le temps, je serais bien resté encore quelques jours, car le dimanche, en fait, ils fêtent Thanksgiving, mais entre amis. Donc il m'avait proposé de rester. Mais bon, malheureusement, j'ai plus le temps, car il faut que je garde une marge bah, au cas où j'ai d'autres soucis et mon visa expire bientôt, là. Et donc, le matin, on partage un dernier petit déj ensemble et il y a plein de trucs sur la table, là. Je leur dis que avec tout ce qu'il y a là, je vais plus manger avant le soir. Et Bob, il me dit, This is a lumberjack breakfast. Donc lumberjack, c'est un bûcheron. Donc mot à mot, un petit déj de bûcheron, parce qu'après ça, tu peux couper du bois toute la journée. Et quand je repars, ils m'ont préparé un petit sac avec de la confiture, du miel, des petits souvenirs Route 66. Et franchement, ça me fait ultra plaisir. J'ai l'impression que je repars de chez mes parents le dimanche soir, là, lorsque j'étais étudiant avec mes tupperwares de nourriture. Et quand je reçois beaucoup comme ça, il y a toujours une partie de moi qui complexe un peu et j'ai envie de donner quelque chose en retour, quoi. Et bon, après, comme je me suis souvent fait inviter lors de mes voyages, ou que j'ai souvent été pris en stop, désormais, en fait, je complexe moins parce que bah, j'ai compris des choses, j'ai aussi mis des choses en place. Et je parlerai juste après sur les manières en fait qui moi me permettent d'accepter cette générosité tout simplement. Mais bah, une des choses que j'évoque dès maintenant là, c'est que en fait j'ai pas réalisé tout de suite moi lors de mes premiers voyages que en fait j'apportais aussi quelque chose de positif pour les gens qui me prenaient en stop ou qui m'hébergeaient. En fait simplement par ma présence ou les échanges que j'avais avec eux. Et ça se vérifie encore aujourd'hui parce que lorsqu'on se quitte, franchement c'est hyper émouvant. Il y a Chris qui me dit You give me hope for the next generation. Tu me donnes de l'espoir dans la prochaine génération. Et bah, moi, je trouve que c'est fort, quoi, les mots. Et je me dis, bah, franchement, si j'ai pu apporter ça, bah, c'est banco, en fait. Je suis content, quoi. Donc, voilà, on se quitte avec Bob et Chris. Franchement, hyper bienveillant jusqu'à la fin. Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut pour la route? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour toi? Et et il y a Chris qui finit par allez, tu vas me faire pleurer, va-t'en. Et franchement, je trouve important, en tout cas, ça me tient à cœur d'insister vraiment sur la générosité de ces gens, comme ce fut le cas avec Edmond ou Judy dans les deux premiers épisodes. Franchement, ils m'inspirent et je trouve que bah, c'est des belles histoires quoi, qui font du bien parce qu'on a plus tendance, je pense, à être envahi par l'actualité négative du monde. Et voilà, là, je tiens à préciser que mais j'embellis rien, en fait, c'est vraiment l'histoire telle que je l'ai vécue. Et bah, si on peut avoir ce genre d'interaction positive comme ça avec des inconnus, cette entraide, que ce soit à l'autre bout du monde hein, ou à côté de chez soi d'ailleurs, je pense vraiment il y a plus d'espoir dans le monde, quoi. Même des choses toutes simples, je me faisais la réflexion là, ça peut être sourire à un enfant dans un bus, avoir un mot gentil au caissier qui passe tes courses, euh, tenir la porte ouverte pour la personne qui est derrière toi, allez-y madame. Enfin, enfin voilà quoi, c'est encore une fois malgré les péripéties, bah, je suis vraiment content d'avoir vécu cette histoire. Et en plus, bah, l'assurance, elle m'a remboursé les frais de réparation. Donc bon, moyennant 300 euros de franchise à peu près, mais donc même au niveau financier, en fait, bah, ça se termine super bien cette histoire, quoi. Et voilà, maintenant que bah, l'histoire est terminée, j'ai envie bah, je passe à la dernière partie en fait de ce podcast sur les apprentissages, comme d'habitude. Donc c'est pas un apprentissage direct de cette histoire, mais c'est quelque chose de plus général que j'ai retenu de tous mes voyages en fait. Et quand on a une galère, il y a toujours des gens qui aident. Donc là, à travers l'histoire que je viens de raconter, bah, tu as pu l'entendre, la formidable, franchement, chaîne de solidarité qui s'est mise en place. Et j'ai d'autres exemples aussi. Et le message que j'ai envie de passer pour les personnes qui hésiteraient à se lancer dans un voyage par peur d'un éventuel problème X ou Y, c'est que il faut pas s'arrêter à ça en fait. Euh, la peur, c'est sûr qu'il faut la prendre en compte, sinon on fait n'importe quoi.
faut bien sûr essayer de minimiser les risques, être organisé un minimum, mais faut pas se laisser paralyser par la peur en fait. Des galères, il peut toujours y en avoir. Et est-ce que c'est vraiment l'aventure d'ailleurs si on n'a pas de galère et qu'on peut tout prévoir en avance? Moi je, moi, je pense qu'il y a pas d'aventure sans risque. Et j'avais une discussion il y a peu de temps là quand je suis rentré avec des amis, c'est des filles en fait, et elles me disaient, moi ce que t'as fait, j'aurais peur toute seule. Donc, c'est vrai que bah, par le fait d'être une fille déjà, on peut se sentir plus vulnérable, c'est compréhensible, et j'ai aussi déjà entendu malheureusement des mauvaises histoires, mais à l'inverse, j'ai déjà rencontré aussi des filles qui voyageaient seules, pour qui ça se passait super bien, et il y a aussi d'autres avantages, dans le sens où une fille, elle fait moins peur qu'un mec, il y a moins de méfiance, et si je prends l'exemple bah, de précédemment, là, quand j'ai couru après la dame l'employé là qui partait du bureau, si ça avait été une fille, peut-être que bah, cette dame elle aurait pas été effrayée en fait. Et alors voilà, le but là c'est pas de parler de la différence fille-garçon en voyage, mais qu'on soit un mec ou une nana, en voyage, moi ce que je veux dire c'est il y a vraiment des gens bien partout qui vont être curieux, qui vont vouloir aider en cas de problème. Il y a seulement une minorité qui est malveillante. Et je pense à la fois, moi, où j'ai subi un racket, par exemple, lors d'un précédent voyage, mais comparé à toutes les choses bien, toutes les belles personnes que j'ai rencontrées, pouah, franchement, c'est rien. Et le positif, il prend largement le dessus. Donc voilà, faut y aller, faut oser oser se lancer à l'aventure, quoi. C'est ça le message que je veux dire. Et deuxième point, et c'est le dernier, je disais précédemment là que lorsque je recevais beaucoup, bah, il y avait toujours une partie de moi qui se sentait redevable. Alors voilà, je pense que d'un côté, bah, c'est bien parce que je veux pas donner le sentiment de profiter des gens, mais d'un côté, c'est gênant d'avoir ce sentiment, quoi. Alors maintenant, avec l'expérience, comme je disais, je le vis bien et en fait, je vais te partager ces quelques trucs que j'ai mis en place ou que j'ai compris. En fait, c'est surtout quand j'ai voyagé sans argent parce que c'était un défi en fait. Et évidemment, bah, je pouvais pas acheter quelque chose pour remercier les gens, arriver avec une bouteille ou des pâtisseries ou autre. Et c'est valable aussi quand on a un petit budget en voyage. Et je m'étais posé la question, comment réduire ce sentiment un peu de gêne? Comment remercier les gens quand t'as pas d'argent? Donc je disais précédemment, il y a le fait que déjà sans s'en rendre compte, la personne qui voyage, elle peut apporter quelque chose de non matériel en fait à ses hôtes ou aux personnes qui la prennent en stop simplement par la discussion. Et je me rappelle aussi de quelques phrases de conducteurs lorsque je faisais du stop qui m'ont dit que bah, cette fois-là, en fait, la bonne rencontre, elle était pour eux, que je leur avais donné aussi l'occasion de faire une bonne action et qu'ils étaient contents en fait de m'avoir pris. Et en fait, il y a plein de trucs que j'imaginais pas. Je me souviens aussi d'un couple de retraités qui me disait que je leur rappelais leur fils en fait qui voyageait aussi. Donc voilà, là c'est juste quelques exemples. Mais en fait, ça au début, je le comprenais pas, moi je le visualisais pas. Et donc autre chose aussi, moi je propose toujours d'aider en échange de l'hospitalité. Donc ça peut être pas grand-chose, hein, mais voilà, ça peut être proposer de faire la vaisselle, une tâche ménagère, du jardinage, cuisiner. Après voilà, ça je pense, bon, c'est aussi mon éducation, ça me paraît normal en tout cas. Après les gens, bon, ils acceptent ou ils acceptent pas. Et une autre idée, ça peut être de laisser aussi un mot sympa sur un origami. En fait, c'est une idée que je crois que j'avais vu ça dans un épisode, c'était Nu et culotté à l'époque. Et on peut facilement trouver sur internet des tutos de pliage et trouver une idée d'origami en rapport avec ce qu'on a vécu avec les gens. Là, par exemple, moi, pour Bob et Chris, là, j'ai pris une feuille papier, en fait, j'ai découpé en forme de cœur, puis j'ai laissé un mot sympa sur leur table basse en partant. Donc voilà, c'est une idée que je te donne. Et après, il y a tout simplement, en fait, bah, le fait de savoir accepter sans se sentir redevable, en fait. Même quand certaines personnes, elles mettent les petits plats dans les grands, même elles m'offraient des cadeaux, quoi. En fait, si les gens, elles se proposent d'accueillir, elles ont envie d'offrir un cadeau, en fait, elles le font de bon cœur, hein, dans la plupart des cas.
puis même quasi tous, je dirais. Pareil pour les gens qui me prennent en stop, en fait, elles le font de leur gré. Donc, faut simplement savoir accepter. Et il y a une personne une fois qui m'a dit, bah, il faut simplement savoir donner sans attendre un retour. Voilà, tout simplement. Et, et je voudrais aussi terminer avec une phrase. C'est une dame qui m'a dit, un jour, c'était en stop, je crois. Je te le dis juste après. Je sais plus comment j'avais eu cette discussion. Peut-être que j'avais dû aborder ce sujet avec elle. Et cette dame, elle m'avait dit, bah voilà, un jour, c'est toi qui aideras quelqu'un. Et en gros, bah, ce sera ta façon de rendre l'appareil, quoi. Et c'est la chose que j'ai retenue. Et aujourd'hui, franchement, bah, c'est ce que j'applique. Enfin, quand je vois un autostoppeur, par exemple, bah, je le prends direct, je me pose même pas la question, quoi. Ça me fait plaisir déjà. Et puis, quelque part, bah, ça me permet aussi, moi, ouais, d'avoir bonne conscience avec tout ce que j'ai pu recevoir auparavant. Alors là, je précise, c'est vraiment quand on voyage sans argent ou avec un très petit budget, quoi. C'est un peu extrême. La plupart du temps, je fais toujours en sorte d'amener une bouteille pour le repas ou je propose de cuisiner quelque chose, par exemple. Donc voilà, je termine là-dessus. C'était mon dernier podcast où c'est moi qui raconte mes voyages. Après, je raconterai sûrement d'autres histoires, hein, mais le prochain épisode, ce sera l'interview d'un voyageur ou d'un expatrié, enfin un ou une d'ailleurs. Et bah, j'espère que tu seras toujours à l'écoute de ce podcast. Et je voudrais aussi te demander quelque chose. Si tu aimes ce podcast, bah, ça me ferait plaisir que tu likes l'épisode, peu importe la plateforme sur laquelle tu écoutes, et que tu t'abonnes, que tu laisses un commentaire positif si tu as aimé, bien évidemment. En fait, moi, ça me permet d'être mieux référencé et donc d'avoir plus d'écoute. Là, je suis encore nouveau dans le domaine du podcast, mais à partir de 1000 écoutes par mois, en fait, on peut avoir des petites retombées d'argent. Donc, je me dis que voilà, si ça peut au moins me rembourser les frais d'hébergement et de diffusion du podcast sur les plateformes, bah, ce serait cool. Et bah, en fait, pour l'instant, c'est gratuit, mais j'ai envie de continuer. Et après le cinquième épisode, en fait, je devrais payer 15 € par mois. Donc voilà, merci d'avance si tu peux faire ce petit geste. Et si tu veux découvrir mes aventures en images, je t'invite à suivre ma page Facebook MaxMonde et MaxMonde1 sur Instagram. En attendant le prochain épisode, je te souhaite le meilleur. Porte-toi bien, cher auditeur, et bisous, bisous à tous.